Il y a du sang partout. J'étais sous le choc. Je n'aurais pas cru que quelqu'un puisse en vouloir à Byron. Byron Griffith avait organisé plusieurs funérailles pour nous. C'était un homme bien. Byron avait un côté plus sombre que les gens ne connaissaient pas. Tommy Tomlin et Byron passaient des soirées à manger de la tourte à la dinde devant des films porno. Pour moi, Tommy n'avait aucun mobile. Quand j'ai appris que mon père avait été abattu, j'ai tout de suite pensé à Corey Hicks. Vous aviez déjà pensé à vous venger de quelqu'un? Oui. Corey est mon fils. La version de Charles et Anthony commençait à prendre l'eau. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi stupide que le véhicule qu'on conduit? Je ne pense pas que je mentais. J'ai dû me tromper. Ce sont les derniers à avoir vu Byron, donc c'était possible. Après la mort de Byron, ils ont acheté des bateaux. Ils jetaient l'argent par les fenêtres. Ils avaient un mobile pour tuer mon père, l'argent. J'aime pas trop l'expression « jouer sa vie », mais c'était un peu ça. On allait l'arrêter, mais on s'est retrouvé avec un autre cadavre sur les bras. J'étais policier à Florence. J'étais dans le bureau du directeur municipal quand on l'a informé qu'un véhicule de secours était en route pour le domicile de Charles et Anthony. J'ai filé sur place. Et j'ai trouvé Charles sur le sol de la salle de bain. Il était de toute évidence mort. L'ambulance est arrivée. La police a mis de la rubalise partout. Je me souviens que j'étais dans le jardin. Et tous les gens qui étaient là espéraient que ce n'était rien de grave. Et je me souviens d'avoir secoué la tête comme pour dire « Non, les nouvelles ne sont pas bonnes ». C'était très triste, extrêmement triste. À l'époque, Charles était maire de la ville. Cet après-midi-là, j'étais au conseil municipal et en plein milieu de la réunion, le chef de la police est arrivé et nous a dit qu'ils avaient retrouvé Charles mort. J'arrivais pas à y croire. Après avoir reçu cet appel, je suis allée chez Charles et Anthony. Je ne sais même pas pourquoi. Et je suis restée garée devant leur maison. Et j'ai pleuré de rage. Comment t'as pu faire ça? Tout ça pour ne pas avouer ce que tu avais fait à mon père? Si t'avais l'intention de te tuer, tu aurais pu tout me dire hier soir. Je ne m'y attendais pas du tout. Le fait que Charles meure, ça nous a tous estomaqués. On était en train de rédiger leur mandat d'arrêt à tous les deux pour meurtre. Quand Charles est mort, on a tout mis en suspens parce qu'on ne savait pas s'il y aurait d'autres développements dans l'affaire. J'étais au travail. Quelqu'un m'a appelé et m'a annoncé que Charles était mort. J'étais sous le choc, abasourdi. J'ai tout de suite pensé à un suicide. On était quelques-uns à savoir qu'il était considéré comme suspect dans le meurtre de Byron Griffith. Et je me suis dit qu'il avait préféré en finir. Charles se sentait probablement acculé. Comment aurait-il pu se dépêtrer d'une telle accumulation de mensonges? D'abord, cette histoire de frères. Quand on y pense, ils n'ont fait que jouer la comédie dès qu'ils sont arrivés à Florence. Leur église, c'était juste une façade? Est-ce qu'on saura un jour ce qu'il est arrivé à Irene Whitty? Et où est passé l'or de Byron? Tous ces mensonges ont détruit des vies. Et où est-ce que ça s'arrête? Pour Charles, ça s'est soldé par la mort. La dernière fois que j'ai parlé à Charles, c'était la veille de sa mort. Et il m'a dit « Je ne te créerai plus de problème. On va s'arranger. On va régler les questions de business et faire ce qu'il faut. » Et c'est tout. Je n'ai pas été trop triste quand Charles est mort parce que c'était une période de ma vie sur laquelle j'avais tourné la page. J'ai l'air d'être sans cœur quand je dis ça, mais par rapport à tout ce que je venais de traverser, c'était juste une petite anicroche dans la marche des choses.
Laura et moi, on essayait de se reconstruire et d'aller de l'avant. À ce stade de l'enquête, on a convoqué la dernière personne à avoir vu Charles en vie pour l'interroger, C.J. Young. Charles était mon ami depuis toujours. Je le connais depuis que j'ai 12 ans. C'était mon chef chez les scouts. Je vivais avec Charles depuis qu'il avait rompu avec Anthony. Donc, vous étiez là hier soir. Oui. Autre chose qu'on aurait besoin de savoir? Vers 22h30, j'ai entendu Charles crier. « CJ, viens m'aider. J'arrive plus à respirer, je peux plus bouger. » J'ai cru qu'il faisait une crise de panique. Je l'ai fait asseoir. Il a dit qu'il se sentait mieux. Il s'est relevé, il a marché un peu. Il m'a dit « J'ai du mal à encaisser tout ça. » Revenons un peu en arrière. Au cours de la dernière semaine que vous avez passée avec lui, avec Charles, est-ce qu'il vous a parlé de la mort de Byron et du fait qu'il était considéré comme suspect dans cette affaire? Oui. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? On le soupçonnait? Non, il m'a rien dit. Mais il vous a dit qu'on le soupçonnait. Il a dit que vous lui aviez appris qu'il allait probablement être arrêté. Et j'ai dit « Sérieux ?» Il a dit que le dimanche soir, vous aviez dit que vous alliez l'arrêter. Vous l'avez trouvé déprimé cette semaine? Il l'était peut-être, mais je sais pas. Quand Charles est mort, ma réaction en tant que flic, ça a été, il était coupable, donc il s'est suicidé. Il avait des médicaments chez lui et il a pris une dose mortelle. Pourquoi pas? C'était très suspect à tout point de vue. Je ne pense pas que Charles était suicidaire. La police essayait de le faire craquer. Pour rien, parce que c'était pas lui qui avait commis ce crime. La semaine qui a suivi le départ d'Anthony, Charles était en train de tout réorganiser pour continuer sans lui. Il n'avait pas l'intention de mourir. D'après mon fils Eric, Charles s'était fait un balayage, s'était fait percer les oreilles et s'était commandé un kit de blanchiment dentaire. Il avait appelé je ne sais plus qui pour lui demander où est-ce qu'une vieille folle comme moi peut aller draguer de nos jours. Non, je crois pas qu'il soit suicidé. Il avait clairement des projets. On aura tous à répondre de nos actes. Mais quand on a eu une vie bien remplie et qu'on meurt brutalement, c'est triste, très triste. Il n'avait que 52 ans. Il avait de belles voitures, une magnifique église, une grande maison, une entreprise de pompes funèbres. Mais accumuler toujours plus de choses, ça ne résout pas tout. La preuve... Quand Charles est mort, je me suis demandé si Anthony était impliqué. J'entendais les gens dire que je devais être soulagé de ne plus avoir à m'occuper de tout ça. J'étais pas soulagé. J'étais considéré comme suspect. C'était évident que c'était Anthony qui avait le plus à y gagner. Parce que si Charles était resté en vie, ça se serait terminé en grosse bataille juridique. Anthony avait un vrai mobile pour se débarrasser de Charles, parce que tout était au nom de Charles. Si Charles était resté en vie, Tony se serait retrouvé sans rien. Tony ne paye pas de mine. Il a pas l'air méchant comme ça. Mais dans le duo Charles-Anthony, c'était Anthony qui jouait les gros bras. S'il fallait se salir les mains, y compris avec du sang, c'est Anthony qui s'en chargeait. Anthony avait énormément à gagner avec la mort de Charles. Et il pouvait lui faire porter le chapeau pour la mort de Byron. Je savais que maintenant que Charles était mort, Anthony était le suspect numéro 1 dans le meurtre de Byron Griffey. C'était dur de voir Anthony sans se poser la question « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es un assassin ?» Après la mort de Charles, j'essayais juste de survivre. J'essayais de continuer à gérer nos entreprises, mais les 2 derniers mois, j'ai dû sortir les salaires de ma poche. Alors on a décidé de fermer les pompes funèbres. Je ne sais pas, je n'avais plus envie d'être là-bas.
J'avais trouvé la personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Charles et Anthony avaient gardé leur relation secrète pendant plus de 20 ans. Je vais pas mentir, ça m'a fait un choc. Pas parce que c'était deux hommes, mais parce qu'ils avaient menti. Et puis, je me suis demandé si ma vie serait mieux avec lui ou sans lui. Et j'ai pas hésité. Anthony et ma mère se sont dépêchés de se marier. J'étais leur photographe de mariage. Pour eux, le fait qu'il y ait une enquête en cours, c'était anecdotique. Ne te prends pas la tête avec ce meurtre. Ils avaient zéro preuve. J'arrêtais pas de me dire, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que la police a trouvé quelque chose? Et il n'y avait jamais rien de nouveau. La mort de Charles nous a obligés à tout reprendre depuis le début. Donc, il y a eu un délai important avant l'inculpation. J'ai reçu un appel du chef de la police de Florence qui m'a dit « On a vos pièces de monnaie. Vous pouvez venir les récupérer. » Donc, j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, et c'est là qu'ils m'ont arrêté. Main sur la tête. Je vous arrête pour meurtre. Je peux appeler ma femme? On va le faire pour vous. C'était un piège pour m'attirer là-bas. Maintenant que Charles est décédé, vous êtes le seul à savoir ce qu'il s'est passé. Je veux savoir ce qu'il s'est passé ce jour-là. Je vous ai déjà tout dit. Je n'ai rien d'autre à ajouter. On est là. Charles est mort. Oui, grâce à vous. Comment ça? Vous l'avez harcelé. C'est ça qui l'a tué. Désolé que vous pensiez ça, mais ce n'est pas ce que le coroner a conclu. Notre enquête a conclu que vous et Charles avez conspiré tous les deux afin de tuer Byron Griffey en octobre. On pense que si on présente ces faits devant un jury, il en arrivera à la même conclusion. Vos déclarations ne correspondent pas aux preuves dont on dispose. J'ai la ligne directe du procureur. Je peux l'appeler et lui dire que vous voulez parler. J'ai rien de plus à vous dire. Quand Anthony a su qu'il allait être jugé, il a commencé à liquider tout ce qu'il pouvait et avec l'aide de ma mère, a récolté suffisamment d'argent pour payer son avocat. Mon premier avocat m'a dit, quand on me demande ce que ça coûte de se défendre dans une affaire de meurtre avec préméditation, je réponds, tout ce que vous avez. Et il plaisantait pas. J'ai commencé à vendre tout ce que j'avais pour payer ma défense. Toutes les voitures, vraiment tout ce que j'avais. Je suis enquêteur pour des cabinets d'avocats depuis 45 ans. Les avocats qui représentent des gens accusés de meurtre m'engagent pour enquêter sur l'affaire au nom de la défense. J'ai rencontré des milliers de clients et certains admettaient dès le départ « Je suis coupable, c'est votre boulot de m'aider à échapper à la justice ». Mais pas Anthony. Lui disait, il se trompe, on n'a rien fait. Et il voulait absolument prouver qu'il n'avait pas commis ce dont on l'accusait. Contre Anthony, il n'y avait que des preuves indirectes. Les jurys aiment qu'on leur donne du concret. Ils veulent qu'on leur dise qu'on a retrouvé des traces ADN sur la scène de crime, des empreintes digitales, des cheveux, quelque chose qui incrimine l'accusé. Et dans cette affaire, il n'y avait rien de ce genre. À mes yeux, tout désignait Charles et Anthony comme étant les coupables. Ils étaient sur place, à la ferme, ils avaient accès à des armes, ils avaient un mobile. J'étais sûr de pouvoir prouver leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Quand quelqu'un est accusé d'un crime, les avocats de la défense sont dans l'obligation de faire une enquête.
Donc, j'ai passé 5 bons mois à essayer de contacter les témoins, à éplucher des tas de rapports, de documents, de photos, de vidéos. Et j'ai fini par tomber sur l'enregistrement d'un appel à la police qu'avait passé un certain Rob, quelques mois après le meurtre. Vous ne voulez pas donner votre nom? Non. Vous savez, le croque-mort de Fowler qui a été assassiné. Je sais que vous avez... je sais pas son nom de famille, mais il s'appelle Tom. Il habite aussi à Fowler. Vous l'avez interrogé. Il disait en substance qu'il avait la preuve que Tommy Tomlin était impliqué dans le meurtre de Byron. Ce qui me fait peur, c'est qu'il apprenne que je vous ai appelé. Parce que ce mec est cinglé. Je vous jure, j'ai la trouille. Je sais pas à qui je peux me fier. J'ai peur. Vous pouvez nous faire confiance. On est là pour ça. On peut venir vous voir si vous voulez. On peut se retrouver où vous voulez. Ok. On a compris que Rob pouvait tout faire basculer. Donc, évidemment, j'ai essayé de le retrouver. Malheureusement, Rob est mort environ 1 an avant que je puisse l'interroger. Et je n'ai pas pu glaner plus d'infos que ce qu'il y avait dans le rapport de police, qui n'était qu'une simple note écrite à la main. Le shérif adjoint qui a recueilli sa déposition a déclaré qu'il ne l'avait pas vraiment écouté, ni pris au sérieux, parce que c'était un ivrogne. Il fallait que je fasse tout ce qui était en mon pouvoir pour prouver l'innocence d'Anthony. Et ce n'était pas chose facile. Il y a eu aussi un informateur de la police qui a déclaré que Byron Griffey lui avait demandé de tuer Corey. Corey était le petit-fils de Byron. On avait donc la preuve que Byron avait contacté un tueur à gages. Byron était extrêmement déprimé. Est-ce qu'il a persuadé cet homme de l'aider à mettre fin à ses jours, puisqu'il était prêt à tuer pour de l'argent? Mais malheureusement, cet informateur est également décédé avant que je puisse le contacter. Dès le début, les enquêteurs se sont demandé s'il s'agissait d'un suicide assisté, parce qu'il n'y avait aucune trace de lutte, rien qui indiquait qu'il avait essayé de fuir. Pour moi, c'est impossible que mon père ait eu des idées suicidaires. Il était dans les pompes funèbres depuis suffisamment longtemps pour savoir l'effet que ça fait aux familles. Il n'aurait jamais fait ça. En tant que procureur, je ne présente pas un accusé devant le juge si je ne suis pas sûr d'arriver à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. J'estimais avoir suffisamment de preuves. Je risquais de tout perdre. J'aime pas trop l'expression « jouer sa vie », mais c'était un peu ça. Les avocats de la défense avaient 2 autres suspects, Tommy Tomlin et Corey, le fils de Gina. Il y avait d'autres suspects, mais pour aucun d'eux, il n'y avait suffisamment d'éléments pour pouvoir les considérer comme des suspects sérieux. Tout au long de la journée, le jour du meurtre, Tommy était avec quelqu'un, du matin au soir. On l'a donc rayé de la liste des suspects. On ne pensait pas que Corey ait pu commettre ce meurtre. Il n'y avait aucune preuve de sa présence sur les lieux. Le juge nous a autorisés à évoquer leur nom, mais à huis clos, et en l'absence du jury. Mais on n'a pas eu le droit d'en parler durant les audiences. Il y avait de nombreuses preuves indirectes pointant vers Charles Gibler et Anthony Wright. Ils étaient allés sur le lieu du crime durant les heures où le meurtre a été commis. Il y a un trou d'1 heure dans votre emploi du temps. J'ai presque aucun souvenir de ce jour-là. Il y avait des incohérences concernant le véhicule qu'ils ont pris. Vous vous souvenez de quelle voiture vous avez prise? La Mercedes noire. Une grosse Mercedes noire? Oui. Ok. J'ai examiné les vidéos de surveillance.
Vous n'étiez pas dans une Mercedes noire, mais une camionnette blanche. J'ai dû me tromper. J'aurais juré que j'avais pris cette voiture. Quand on les a mis face aux preuves, ils ont réagi de la même manière. Vous n'avez pas pris la Mercedes. On prenait la Mercedes d'habitude, mais on a peut-être pris la camionnette. Et ils se sont rendus compte que leur déclaration ne tenait pas la route, et ils se sont mis d'accord pour fournir la même explication. Il y avait de nombreux détails qui ne collaient pas. Vous êtes resté devant le portail? Oui. Vous savez qu'il y avait un autre accès à la propriété sans passer par le portail? Non, je l'ignorais. Charles et Anthony étaient venus à la ferme plein de fois. Alors l'excuse de dire que le portail était fermé, j'y crois pas. Charles et Anthony avaient fait 1 heure de route pour aller chercher leur ami et l'emmener au restaurant pour son anniversaire. Ils n'ont pas essayé de faire le tour, ni même d'aller à pied jusqu'à la maison. Et il y avait un trou d'1 heure dans leur emploi du temps. Vous êtes forcément allé autre part entre Fowler et le restaurant. On a roulé un peu, le temps de décider où manger, puis on a décidé de rentrer pour bosser. Et finalement, à Pueblo West, on a fait demi-tour. Aucun d'eux n'était capable de dire ce qu'ils avaient fait durant cette heure. Pour nous, c'était le signe qu'ils essayaient de nous cacher quelque chose. Étiez-vous déjà allé à la ferme? Oui, 2 ou 3 fois. Et dans la maison? Oui. Avant d'aller chez Byron ce jour-là, combien de fois vous étiez allés à la ferme, vous et Charles? Je sais que j'étais allé à la ferme 2 fois avant, ou peut-être 3 fois. Mais c'est les seules fois où j'y suis allé. Et je ne suis jamais rentré dans la maison. C'est une accumulation de mensonges et d'impostures. Ça commence par l'histoire des frères, et ça finit par la mort de Charles. Et tout le reste entre les deux. En fouillant dans le passé de Charles et Anthony, on a découvert qu'ils avaient été nettoyeurs de scènes de crime pour le bureau du coroner de l'Utah. Ils avaient les connaissances et les compétences pour nettoyer une scène de crime afin de ne laisser aucune trace derrière eux. Ces 2 hommes avaient l'habitude de côtoyer des cadavres. Je suppose qu'ils portaient des gants en latex et qu'ils ont pris soin de ne laisser aucune empreinte ou trace ADN. J'étais convaincu que ce n'était pas le fait d'un seul homme. Un cadavre, c'est littéralement un poids mort. Et donc, c'est très difficile à déplacer. Si quelqu'un l'avait traîné, on aurait retrouvé des traces sur le sol. Il n'y en avait pas. Donc, visiblement, plusieurs personnes l'ont porté pour le mettre dans cette position. Tout ça nous a amené à la conclusion que c'était Charles Gibler et Anthony Wright. Est-ce qu'Anthony avait tué Byron? Je l'ai toujours pensé. Charles était tout à fait capable de lui ordonner de le faire. Mais je ne suis pas sûre que Charles aurait appuyé sur la gâchette. Anthony était plus froid et calculateur. Pas une seule fois de tout le procès, Anthony n'a dit « ce n'est pas moi ». Enfin, si vous êtes innocent, vous allez forcément dire à un moment donné « ce n'est pas moi ». Le procès a été 2 semaines très éprouvantes. Le jury s'est retiré pour délibérer, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je risquais de finir ma vie en prison. Le jury du procès d'Anthony a délibéré pendant 2 jours. C'était très stressant. Si je suis reconnu coupable, je risque vraiment très lourd. Ils vont m'envoyer en prison à perpétuité. On était tous là, toute la famille. J'étais sûre et certaine qu'Anthony allait être condamné. Anthony était mort d'inquiétude. Sur les nerfs, évidemment. Le jury revient. Le jury n'est pas parvenu à un verdict, et ça m'a terriblement contrariée.
Le jury n'a pas réussi à atteindre une décision à l'unanimité. Tout le monde était abasourdi. Quand le jury a dit qu'il n'était pas parvenu à un verdict, j'y connaissais rien. Je me suis dit, super, c'est fini, je rentre chez moi. Non. Le procureur a tout de suite dit qu'il y aurait un nouveau procès. Je ne savais même plus quoi penser à ce stade. C'est très traumatisant. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir trouver 200 000 $ pour vous payer de nouveau des avocats. J'étais prêt pour un deuxième procès, mais mon avocat m'a dit que quand quelqu'un a été jugé une seconde fois pour cause de jury sans majorité, ça tournait rarement en sa faveur. Anthony était au bout du rouleau. Il était fatigué, épuisé, et il n'avait plus la force de continuer. Et puis, l'assistant du procureur, allez savoir pourquoi, a proposé à Anthony un accord s'il plaidait coupable. On a décidé qu'il fallait obtenir une condamnation, quelle qu'elle soit. Mon objectif en faisant ça, c'était qu'Anthony Wright fasse une déposition dans laquelle il reconnaissait sa part de responsabilité. Association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Il n'y aurait pas de peine de prison, mais plusieurs années de mise à l'épreuve. Anthony ne voulait pas le faire. Ses avocats et moi-même l'avons supplié d'accepter et de plaider coupable. Avant, je disais, jamais de la vie je ne plaiderai coupable d'un truc que j'ai pas fait. Mais quand on risque la perpétuité, on y réfléchit à 2 fois. Ça ne veut pas dire que je baissais les bras. Mais je ne voyais pas d'autre issue. J'ai dû accepter de plaider coupable. Quand j'ai su qu'Anthony avait passé un accord, je me suis dit, il a dû soudoyer le procureur. J'en suis persuadée. Vous tuez quelqu'un et vous prenez juste 10 ans avec sursis? Ça m'a donné envie de vomir. Comment est-ce que c'était possible? Comme si la vie qu'il avait prise n'avait pas de valeur. Les procès, ça coûte cher. Vous voulez prouver votre innocence? Vous risquez d'y laisser votre chemise. C'est quoi l'intérêt? Donc des fois, on choisit la solution de facilité. On avoue un truc pour en finir et on passe à autre chose. Dieu seul sait la vérité. On a envoyé des courriers au juge et il nous a dit « Vous avez accepté l'accord ». J'ai dit « C'est pas nous qui avons accepté l'accord, c'est Bullock ». Le procureur James Bullock nous a bien roulé. Je ne crois pas qu'Anthony soit innocent. Je ne crois pas que Charles était innocent. Est-ce que j'ai quelque chose à demander à Anthony? Je voudrais une réponse. Je voudrais qu'il ait le courage d'avouer, de dire que c'est lui et pourquoi. Mais il est trop lâche. C'est pour ça qu'il l'a tué par derrière et qu'il ne veut rien dire. Avez-vous tué Byron Griffith? Je peux vous assurer, de manière catégorique et sans équivoque, que je n'ai pas tué Byron Griffith. Et c'est pas Charles non plus. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui l'a tué. J'ai ma petite idée sur qui ça pourrait être. Les personnes que je soupçonne d'être impliquées dans le meurtre de Byron sont Tommy Tomlin, Corey Higgs et la fille de Byron, Lynette. Le principal mobile qu'aurait pu avoir Lynette était d'ordre financier. Byron m'avait dit qu'il en avait marre de l'entretenir et de devoir allonger les billets au moindre petit caprice. Il disait qu'il voulait arrêter les frais. Il n'y avait aucune indication que Byron Griffith ait eu l'intention de lui couper les vivres. Et elle était au travail toute la journée le jour du meurtre. Lynette avait un alibi en béton, contrairement à Charles Gibler et Anthony Wright.
Je récapitule. Charles et Anthony avaient en leur possession près d'1 million de dollars appartenant à Byron. Oui, d'autres personnes avaient des raisons de vouloir s'en prendre à Byron. C'est un fait. Mais ceux qui avaient le plus à y gagner, financièrement, c'était eux. Tout n'était que mensonge, cupidité et imposture. Et je ne sais pas si on saura un jour toute la vérité, la vraie histoire. Il y a une personne qui connaît la vérité pleine et entière. C'est Anthony Wright. Je ne pense pas qu'on puisse croire à une seule de ses paroles. Comment pourrait-on croire la moindre de ses déclarations? Le fait d'être avec Laura, ça m'a donné un objectif sur lequel me concentrer, construire notre vie ensemble. C'était une bonne façon de penser à autre chose, et ça l'est toujours. Ça, c'est la sauge du lac Pueblo. Elle sent même plus la sauge. Ah si. Cet été, ça fera 12 ans qu'on est mariés. Anthony et moi, tout ce qu'on voulait, c'est être ensemble. C'est tout. On voulait juste être ensemble. Et ça y est, pour toujours. Ce que je répondais aux avocats quand ils nous disaient « Vous avez pu nous payer, vous n'êtes pas allé en prison, tout est bien qui finit bien. » Oui, il est libre de ses mouvements. Il a un boulot et il peut me faire un bisou tous les soirs, c'est vrai. Mais arrêtez de faire comme si on devait être reconnaissant. C'est certainement pas ce qu'on pouvait espérer de mieux. Faut pas déconner. On ne pourra jamais tourner la page, parce que la justice n'a pas été rendue. Anthony continue de profiter de sa liberté et de faire ce qu'il a envie de faire. J'aurais tellement voulu obtenir justice pour mon père. Il n'y a pas eu de justice. Et même 12 ans après, ça me fait toujours aussi mal. Je ferai n'importe quoi pour prouver mon innocence. Mais les gens continueront de croire ce qu'ils veulent. Je ne sais toujours pas si Anthony est innocent ou coupable. Plus de 10 ans après, on n'a toujours pas toutes les réponses. Et on ne les aura probablement jamais parce que c'est trop tard. Qui a tué Byron? Je suis convaincu que ce n'est pas Anthony. Mais on n'a pas d'autres preuves et on n'en trouvera probablement jamais. À moins que quelqu'un avoue, sur son lit de mort, être le meurtrier. Ce ne sera jamais résolu. Je suis juste content qu'Anthony ne soit pas derrière les barreaux. Dans mon travail, quand je commence une enquête, ce n'est pas forcément avec l'intention de résoudre l'affaire, mais avec celle de prouver que mon client n'est pas coupable. Le meurtrier est probablement toujours en liberté, et c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais été soupçonné. Il y a tellement de ramifications dans cette affaire que si on devait rouvrir l'enquête, je suppose qu'on trouverait tout un tas de nouvelles preuves, à ne savoir qu'en faire. Je dirais bien que la morale de cette histoire, c'est méfiez-vous de ceux qui se prétendent vos amis, mais c'est pas une vie. Donc je vais continuer à faire confiance, à donner, à aimer, à choyer, parce que c'est ce que mon père aurait voulu. Tout ça aurait pu être évité si les gens s'acceptaient tels qu'ils sont et disaient la vérité. La vérité, c'est ce qu'on cherche tous, mais elle est dure à trouver. Soyez honnêtes, dites ce qu'il s'est passé ou ce qu'il ne s'est pas passé. Parce qu'un jour, ils devront répondre de leurs actes devant Dieu. Vous et moi, on devra répondre de nos actes et de nos erreurs.
Et un jour, ce sera leur tour.